Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Pourquoi est-ce que tu restes dans tes relations qui te vident? Si tu te poses la question, alors reste avec moi, on va décortiquer tout ça ensemble. Pourquoi je reste? Pourquoi je reste dans cette relation qui me laisse vide après chaque échange? Pourquoi je reste avec cet ami qui prend tout et ne donne rien? Pourquoi je reste avec ce partenaire qui me fait douter de moi en permanence? Pourquoi est-ce que je vois encore ma famille tous les dimanches alors que cette dynamique familiale m'épuise, me vide, me vampirise? Pourquoi? Je sais que ça ne me fait pas de bien, je le sais dans mon corps, je le sais dans la fatigue et tous les symptômes qui arrivent après avoir vu X ou Y personne. Dans ce soulagement-là, quand tu reçois un SMS et qui te dit c'est bon, on annule la rencontre, tu l'as. Ouf, voilà. Pourquoi est-ce que tu t'obliges à rester dans ces relations? Pourquoi est-ce que tu restes? C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Souvent, autour de cette question de pourquoi je reste, il y a de la honte, comme si rester était une preuve de faiblesse, comme si ne pas partir était un choix stupide fait par quelqu'un qui ne se respecte pas. En tout cas, c'est la vision qu'ont les personnes que j'accompagne en général. Mais c'est pas vraiment ça. Rester, c'est jamais stupide, c'est même logique. Une logique vraiment intéressante, physiologique, une logique qui est ancrée évidemment dans le système nerveux, dans ton histoire, dans ce que tu as appris sur la valeur et l'amour, et le fait que ça se mérite et que tu es conditionné finalement pour recevoir cet amour-là. Donc on va regarder tout ça aujourd'hui pour que tu déculpabilises un petit peu et pour que tu comprennes peut-être ce qui se joue physiologiquement dans ton corps, dans ton système nerveux et pourquoi tu restes dans une relation alors que tout te dit de partir. Ce qu'il y a besoin de comprendre, c'est que le cerveau humain, c'est une machine à reconnaissance de patterns et il est câblé pour trouver du familier. Il est câblé pour associer le familier à la sécurité. Pas parce que le familier c'est bon, mais parce qu'il est connu. Et ce qui est connu est prévisible. Et ce qui est prévisible est moins menaçant que l'inconnu, même si l'inconnu, c'est le bonheur. Ce mécanisme est adaptatif. Et dans un environnement dangereux, reconnaître ce qui est familier peut sauver la vie. Mais dans le contexte des relations, ça va créer un piège. Donc si tu as grandi dans un environnement où l'amour était mêlé d'indifférence, de critique, d'imprévisibilité, c'est ça la carte interne de ce que les relations sont pour toi. Pas parce que tu le choisis, mais parce que ton système nerveux a enregistré ça comme normal et donc va vouloir rester dans ce normal et dans ce familier. Donc, quand tu rencontres quelqu'un qui reproduit ce même schéma, ce même pattern, il y a quelqu'un qui donne, par exemple, et qui te retire. Quelqu'un qui souffle chaud-froid, chaud-froid. C'est quelqu'un qui t'élève, puis qui te rabaisse ensuite. Il y a quelque chose dans ton corps qui dit, ok, je connais ça, j'aime pas ça, mais je connais ça, et donc je peux gérer. Et cette reconnaissance peut ressembler à de la connexion, à de la chimie, à de l'appartenance, le fameux trauma bonding, par exemple. J'avais fait un épisode sur ça récemment. Il y a un concept en psychologie qu'on appelle la compulsion de répétition, c'est-à-dire que l'idée que les êtres humains ont une tendance à reproduire dans leurs relations adultes les dynamiques relationnelles de l'enfance. C'est pas forcément du masochisme, c'est pas que l'amour de soi est défaillant, quoique si, il est un peu défaillant quand même. C'est un processus inconscient, c'est un processus profond qui cherche à réparer quelque chose qui ne l'a pas été. Comme si une partie du psychisme disait, une partie de toi qui disait, si je peux faire en sorte que cette personne-ci, qui ressemble à, par exemple, mon parent toxique, si j'arrive à faire en sorte que cette personne m'aime, quelque chose en moi sera résolu. C'est le vortex traumatique qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui cherche à chaque fois réparation, résolution. Donc on va vivre des scènes qui se répètent, qui ressemblent à ce que notre système nerveux connaît pour résoudre, pour réparer. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. La personne adulte en face, c'est pas le parent qui t'a, par exemple, traumatisé. La résolution, elle ne vient pas du fait de convaincre quelqu'un d'indisponible de devenir disponible, elle vient d'ailleurs. Mais tant que ce mécanisme-là, il n'est pas vu, il n'est pas compris, tant que tu comprends pas que tu es en train de rejouer quelque chose, tu restes dans cette boucle-là, tu la nourris, et c'est un cercle vicieux. Et
C'est pas parce que tu te respectes pas que tu restes, mais parce qu'il y a quelque chose en toi qui croit que cette fois-ci, ça va être différent. C'est l'illusion. On est dans cette illusion-là, dans ce déni-là, de si je sauve cette personne, ça va venir sauver cette partie de moi qui souffre. Mais c'est évidemment pas le cas. C'est l'illusion typique du trauma, notamment du trauma d'enfance. Et il y a quelque chose de très concret dans le fait de rester. Partir, c'est l'inconnu, donc je disais tout à l'heure. Et l'inconnu, même quand c'est la paix, ça peut être menaçant pour ton système nerveux. Même si l'actuel est familier et que ce familier est douloureux, il est chaotique, c'est moins menaçant pour ton système nerveux. Au moins avec lui, je saurai comment faire. Au moins avec elle, je sais où j'en suis. La douleur est familière. Elle a une forme connue pour ton système nerveux, elle a des contours, on sait comment la naviguer. L'inconnu, lui, il est sans forme. Et pour un système nerveux qui a appris que les surprises sont dangereuses, l'inconnu est absolument terrifiant. Je vais mourir. Rester dans ce sens, c'est pas juste de la passivité seulement, c'est aussi une stratégie de gestion du risque. Une stratégie qui, évidemment, est coûteuse, à terme, elle est épuisante, mais une stratégie qui a une logique de survie. Et qui t'invite à aller travailler ta sécurité intérieure, ton système nerveux. Il y a quelque chose d'encore plus profond que la familiarité, c'est quelque chose qui touche à l'identité elle-même. On reste souvent dans des relations qui nous vident parce que quelque part, pas consciemment évidemment, pas délibérément, mais quelque part dans le corps, on croit que c'est ce qu'on mérite. Et cette croyance, elle ne se formule pas comme ça. Elle ne vient pas sous forme de pensée complètement claire. Elle vient sous forme de sentiment. Le sentiment d'être trop, le sentiment d'être pas assez, d'être difficile à aimer, d'être quelqu'un dont les besoins sont un fardeau, d'être quelqu'un qui doit gagner l'amour plutôt que recevoir l'amour. Et si c'est là ce que tu portes, si cette conviction, elle s'est installée très tôt en toi quand tu étais enfant, dans les relations où tu as effectivement été trop ignoré, par exemple, où l'amour était conditionnel, etc., alors une relation qui te vide va pas déclencher l'alarme tout de suite. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui va dire « je connais, c'est normal, c'est comme ça l'amour ». Si tu as grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, je t'aime si tu te comportes bien, je t'aime si tu réussis, je t'aime si tu es comme ça, etc. Je t'aime si tu ne demandes pas trop, si tu ne prends pas trop de place, etc. Tu as appris quelque chose sur les relations. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un conditionnement qui s'est fait très profond sur comment doivent être les relations. L'amour, ça se mérite. Il n'est pas donné comme ça juste parce que je suis sympa. L'amour, il doit se gagner. Je dois galérer pour mériter l'amour de l'autre, que ce soit l'amour, évidemment, amical, professionnel, peu importe. Okay, l'amour en général avec un grand A, même l'amour de soi. Et pour garder cet amour-là, il faut se plier en mille, se suradapter, se sacrifier, voilà, laisser ses besoins de côté pour assurer que la personne puisse m'aimer en retour. Et dans ce contexte, une relation qui te demande de te plier en permanence, qui te demande de toujours donner, donner, donner et de jamais rien recevoir, qui te demande complètement de t'effacer pour que l'autre puisse exister, cette relation, ça ressemble à ce que tu connais de l'amour. Parce que c'est comme ça que tu as été conditionné. Ton cerveau, il a été programmé pour ce type d'amour-là. Toutes tes croyances, elles sont conditionnées pour ce type d'amour-là. Et une relation où tu n'as pas à te battre pour ta place, où c'est sympa, où il y a la paix, etc., où tu es aimé sans condition, sans performance, elle va te sembler fausse, trop facile, elle va même t'ennuyer. Ou bien, c'est trop beau pour être vrai, qu'est-ce qui me cache? C'est le même mécanisme dont j'ai parlé un petit peu sur le trauma bonding. Le corps, il reconnaît ce qu'il connaît, et ce qu'il connaît, c'est l'amour avec de la douleur dedans. Il y a aussi le piège de la loyauté. On reste parfois dans des relations qui nous vident par loyauté. Loyauté envers quelqu'un qui a été là à un moment donné, qui a traversé quelque chose avec nous. Oui, mais moi, quand j'ai vécu ça, la personne était là pour moi. La loyauté envers cette personne-là qui nous connaît depuis longtemps. Mais moi, c'est mon avis d'enfance depuis que j'ai 5 ans. La durée d'une relation peut créer une dette émotionnelle implicite. Je ne peux pas partir maintenant, après 20 ans. Et dans les dynamiques familiales, la loyauté, elle est encore plus puissante. Quitter une dynamique familiale toxique, même adulte, même avec des enfants de son côté, ça peut ressembler à une trahison. À j'abandonne mon système, j'abandonne ma famille. À une rupture avec quelque chose de fondamental dans l'identité. On ne quitte pas sa famille. On ne tourne pas le dos aux gens qui t'ont élevé. Ça, ce sont les messages implicites
de la religion, de la culture, de la société en général. Et tous ces messages implicites, ils maintiennent en fait les gens dans des dynamiques qui les détruisent par peur de violer une loyauté qui finalement est perçue comme sacrée. Donc, c'est plus sacré la loyauté que j'ai envers l'autre que la loyauté que j'ai envers moi-même. Et c'est totalement faux, évidemment. Il y a besoin d'être le plus loyal envers soi-même. C'est une évidence pour moi aujourd'hui, mais ça ne l'était pas avant. Donc, il y a quelque chose à déprogrammer. Et pourquoi est-ce que ça fait si mal de partir ? Il y a une dimension biochimique à tout ça qu'on ne peut pas ignorer. Et on en a parlé dans l'épisode sur le trauma bonding, que je t'invite à voir aussi. Mais je vais y revenir un petit peu ici. Donc, ces relations-là qui te vident ne sont pas toujours uniquement douloureuses. Elles sont aussi parfois des moments de chaleur, de réconciliation, de sécurité, de connexion. Et ces moments-là, ils produisent des pics de dopamine, d'ocytocine, de soulagement physiologique qui sont extrêmement puissants et tu deviens un peu addict à tout ça. Et il y a un cycle qui se fait au final de la tension, la rupture et ensuite la réconciliation et ensuite j'ai ma petite dose de dopamine, d'ocytocine qui me convient. La réconciliation, elle devient le moment le plus intense, le plus précieux, le plus addictif. Il y a vraiment une addiction à tout ça. Donc, mon système nerveux associe le soulagement à cette personne spécifique, donc de la dopamine en fait. Ce qui veut dire que partir de cette relation, je vais devoir être sevrée de cette dopamine-là. Donc il y a un réel manque, il y a un vrai sevrage, il y a une vraie addiction. Et la douleur du départ, elle est vraiment réelle. Et cette douleur, on va l'interpréter comme, tu vois, je l'aime. Ah oui, mais si j'ai du mal à partir, c'est que c'est quelqu'un d'important, c'est que c'est mon âme sœur, c'est que c'est ma flamme jumelle. On va s'inventer 1 milliard d'excuses. Et là, certains courants spirituels n'aident pas avec tout ça et viennent te conforter dans le fait que, oui, il y a besoin de souffrir, mais c'est ta flamme jumelle. Voilà, c'est du bullshit, évidemment. La douleur du sevrage, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance neurochimique. Et la comprendre comme telle ne la rend pas moins réelle, mais ça change en fait ce qu'on en fait et surtout ça change le comment tu travailles tout ça. Une des choses les plus puissantes qui maintient dans une relation qui vit, c'est l'espoir. J'ai envie de dire même l'illusion de l'espoir. L'espoir que ça va changer. L'espoir que la personne va comprendre, que les bons moments vont devenir la norme. Que si je me fais plus belle, peut-être qu'il va avoir du désir pour moi. Que si je fais ça, peut-être que ça. Peut-être que si j'explique à son enfant intérieur, il va se passer quelque chose. Peut-être que si je lui paye une formation sur ça, il va comprendre à communiquer de manière mature, etc., etc. Cet espoir-là, il est alimenté par les bons moments, il est alimenté aussi par tes traumas qui te maintiennent dans l'illusion. Dans le programme enfant intérieur qui s'appelle maintenant Racine, il y a toute une partie, et il y a même toute une méditation, sophronisation sur sortir de l'illusion. Parce que l'illusion, c'est quelque chose de très, très, très présent chez toutes les personnes qui sont porteuses de traumas d'enfance. Cet espoir, il est alimenté par les bons moments, par les preuves réelles, parce que parfois, il te ramène quelques petites preuves. Ah, tu vois, là, il me fait ça. Par toutes ces promesses-là qui sont sincères, ou au moment où elles sont faites, mais qui sont évidemment sans action derrière. Mais il y a une promesse qui a été faite. Et moi, je reste dans l'attente de quelque chose. Mais dans beaucoup de dynamiques vides, l'espoir, c'est un ancre qui immobilise. Il te maintient dans l'attente de quelque chose qui va jamais venir. Ou qui va venir en petite dose, suffisamment pour que je ne parte pas. Donc, il y a besoin de distinguer l'espoir réaliste de cette personne est en cheminement thérapeutique et fait de son mieux pour guérir versus l'espoir qui va seulement te maintenir dans l'illusion, dans quelque chose de douloureux. Et je sais que c'est difficile, que c'est pas évident, mais c'est important. C'est très, très important. Et il y a besoin de se poser la question du coût réel. Je sais que c'est pas évident non plus de se poser ce genre de questions, mais c'est une question très importante et moi je te la pose aujourd'hui. Ne te demande pas est-ce que je devrais partir. Parce que cette question-là, elle est teintée de plein de choses émotionnelles. Est-ce que je devrais partir ? Oui, mais il y a les enfants, oui, mais il y a l'argent, oui, mais il y a ça. Donc voilà, la réponse, tu vas pas avoir ta réponse. Sinon, tu l'aurais déjà eu ta réponse et tu serais déjà parti. Pose-toi la question différemment. Peut-être que ça t'aidera un peu plus. Demande-toi, qu'est-ce que cette relation me coûte vraiment ? En termes concrets, pas de manière abstraite. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps après avoir passé du temps avec cette personne ? Le nombre de femmes qui me disent, je parle de femmes parce que j'accompagne souvent des femmes qui me disent
Moi, je ressentais ça, j'avais cette maladie, même les maladies auto-immunes, vraiment diagnostiquées, qui sont parties par magie après le divorce, qui sont parties par magie depuis que la relation s'est terminée. Mais le nombre de personnes qui m'ont dit ça, excusez-moi, j'essaie de réparer ma lumière, le nombre de personnes qui n'ont plus de cystite depuis qu'elles ne sont plus avec ce partenaire, etc. Les exemples, j'en ai énormément. Qu'est-ce que te coûte cette relation? Quelle est ton énergie le lendemain d'une interaction avec cette personne? Tu dors bien? Tu as des insomnies? Tu as mal au crâne? Comment tu te parles à toi-même après l'avoir vu? Quelle est ta vision du monde? Tu es nourri et tu es plein d'optimisme ou au contraire, tu es down, complètement négatif, zéro optimisme? Et pose-toi aussi la question de qu'est-ce que cette relation me donne? Pas ce qu'elle te donnait avant, il y a 10 ans, il y a 15 ans, attention. Qu'est-ce que la relation te donne là aujourd'hui? Et pas qu'est-ce que la relation pourrait me donner si les choses changent? Qu'est-ce qu'elle te donne maintenant dans ta vie réelle d'aujourd'hui? Et ce bilan, il a besoin d'honnêteté radicale. Il n'a pas besoin de jugement. Il a besoin, oui, il est confrontant, il est très très compliqué, mais il peut t'aider à commencer à dessiner quelque chose de plus clair que toutes ces analyses de est-ce que je devrais ou est-ce que je ne devrais pas. Et finalement, tu ne répondras pas à ta question. En tout cas, ce sera plus compliqué pour toi. Il y a besoin de distinguer la peur du choix. Rester, c'est peut-être un choix. Et rester, ça peut être aussi de la peur déguisée en choix. La différence est dans l'accès aux options. Est-ce que tu restes parce que tu évalues que les raisons de rester dépassent les raisons de partir? Ou est-ce que tu restes parce que partir semble impossible, semble inconnu? J'ai peur d'être seule, j'ai peur de ne pas avoir d'argent, c'est trop risqué, j'ai peur de lui, etc., etc. Et si c'est la deuxième option, c'est que c'est la peur qui décide. Alors la question n'est pas est-ce que je pars ou est-ce que je reste, la question c'est qu'est-ce qui me fait si peur dans ce départ? Est-ce que ce sont des peurs avérées, parce que la personne en question est dangereuse, donc qu'est-ce que j'en fais de cette information-là? Ou est-ce que ce sont des peurs juste les miennes, et là ça m'appartient de travailler sur ces peurs-là? Tout dépend de ta situation, évidemment. Il y a une réalité qui est difficile à accepter aussi, c'est qu'on ne voit pas bien une situation de l'intérieur. Quand tu es dans un endroit qui pue, à un certain moment, ton nez s'habitue à la puanteur. Il y a besoin de sortir de cet endroit et de revenir, et c'est là où tu te dis « Ah ouais, ça sent mauvais !» Et oui, et c'est pareil dans la relation. Quand on y est depuis très très longtemps, quand il y a autant d'émotions qui sont engagées, quand il y a des années, quand il y a des enfants, quand il y a des choses en commun, des achats, etc., ça vient un petit peu, mettre dans l'illusion. Donc, il y a besoin d'un regard extérieur, souvent d'un thérapeute, d'un ami de confiance, d'un groupe de parole, peu importe, mais un regard extérieur qui peut parfois t'aider à voir ce que tu n'arrives pas à voir par toi-même. Pas pour décider à ta place, attention. C'est pas ton thérapeute qui va te dire si tu dois quitter ton mec ou pas, attention, hein, c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Mais pour refléter quelque chose que la proximité t'empêche de percevoir clairement. Et dans un contexte où l'hyper-indépendance est présente, comme on en parlait comme j'en parle, et j'en ferai un épisode de l'hyper-indépendance, demander ce regard extérieur, c'est déjà très très courageux. Et si tu es dans cette partie-là de ta vie de j'ai besoin de ce courage-là, j'ai besoin d'être accompagnée, tu trouveras en légende mon accompagnement Phoenix sur 6 mois, qui est un accompagnement vraiment main dans la main, où je mets à profit 11 ans d'expérience pour toi, pour que tu puisses passer d'une personne A à une personne B en 6 mois. Il y a besoin de remplir un questionnaire pour voir est-ce que nos profils correspondent. Et si c'est le cas, je t'enverrai un mail pour organiser une première visio ensemble pour discuter un petit peu de cet accompagnement sur mesure. Si tu restes dans une relation qui te vide, t'es pas juste stupide. Attention, le nombre de femmes qui me disent « Oui, mais j'arrive pas à partir, je suis trop faible. » Non, pas forcément. C'est un peu plus complexe que ça. T'es quelqu'un dont le système nerveux suit une logique apprise. Une logique qui dit que le familier, c'est sûr, que l'amour doit être mérité, que partir, c'est plus dangereux que de rester, etc. Une logique qui a peut-être été juste à un moment, et qui l'est sûrement, hein, mais qui commence à te coûter un peu trop cher maintenant. Donc, regarde cette logique. Quand je dis regarde, c'est pas juge cette logique, c'est juste regarde sans jugement. Et peut-être que ça va t'ouvrir quelque chose ensuite. Pas forcément une sortie immédiate, mais en tout cas un espace où le choix devient possible, où une autre réalité devient possible, puisque tu mérites des relations qui te nourrissent. Les relations, elles sont pas parfaites, elles sont humaines. Les relations parfaites n'existent pas. Mais des relations où tu repars
avec plus d'énergie que tu n'en as à porter, ou avec autant, où c'est réciproque en fait, où tu existes sans avoir à te battre pour ta place, ou être toi-même, c'est pas quelque chose à gagner. Et si tu sais pas à quoi ça ressemble, c'est normal aussi. C'est que ton système nerveux, il n'a pas du tout été programmé pour ça. Ça s'apprend. Je peux te l'apprendre progressivement, avec du soutien, avec la même douceur que tu mérites d'avoir envers toi-même. Et si cette vidéo a nommé quelque chose que tu ressentais, partage-le, mets un like, mets un commentaire, voilà, pour que ce travail puisse être connu. Je te remercie de ta présence, je te remercie de ton soutien. Et moi, je te dis à très vite pour pour un prochain épisode. Et si tu veux savoir comment je peux t'accompagner, tu auras toutes les infos en légende. À très bientôt. Ciao, ciao.